des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Perdu au bout du continent africain et dominé par l'imposante silhouette de la montagne de la Table, le jardin botanique de Kirstenbosch est l'œuvre d'un visionnaire. Il est aujourd'hui ouvert au public. En 1913, près de la ville du Cap, le botaniste anglais Harold Pearson crée le premier jardin botanique au monde dédié à la flore indigène d'un pays. L'Afrique du Sud jouit d'une diversité botanique inégalée. 7000 espèces différentes poussent à Kirstenbosch. Provenant de toutes les régions du pays, elles ont été réunies ici par Harold Pearson. Marieke Honig, paysagiste néerlandaise installée au Cap, a commencé sa carrière à Kirstenbosch, où elle a participé à la création de plusieurs jardins thématiques. Marieke, lorsque Pearson arrive ici, il a définitivement une intuition de botaniste, puisqu'il va choisir un lieu qui va pouvoir accueillir toute la flore d'Afrique du Sud. Exactement. C'est une situation idéale pour accueillir tous les types de végétation que nous avons en Afrique du Sud, grâce à ces montagnes qui servent d'abri contre le vent et cette forme incroyable en amphithéâtre. Nous sommes au cap des tempêtes ici. On a des vents terribles, mais ce site est protégé des vents dominants qui soufflent en été, le vent du sud-est. Cela a créé un endroit très abrité ici, ce qui nous a permis de faire pousser des arbres, des plantes d'autres régions du pays qui n'auraient jamais pu supporter ces vents violents et côtiers. Les nuages s'accumulent au-dessus de la montagne et les plantes qui poussent en haut de la montagne capturent l'eau. Elles ruissellent et s'infiltrent, puis rejoignent les rivières. Donc cela contribue à l'approvisionnement du jardin en eau tout au long de l'année. Et ce qui est extraordinaire ici, Marieke, c'est aussi ce décor où on n'a pas de frontière entre la partie sauvage et puis le jardin. Tout autour de nous, on a le jardin cultivé qui fait 36 hectares de pelouse et de collection de plantes. Mais ça fait partie d'un plus grand paysage de 500 hectares qui va d'un ravin à l'autre jusqu'à la montagne du Rocher, tout là-haut. Pour moi, c'est un jardin extraordinaire, notamment pour son paysage puissant. Pour quelles raisons Kirstenbosch t'inspire, Marieke ? Pour commencer, c'est une librairie vivante. C'est une collection de références. Je peux aller voir de nouvelles plantes que je n'ai pas utilisées dans un jardin paysager auparavant. J'adore les combinaisons de feuillages, de textures, de couleurs. Je suis vraiment une passionnée des feuillages. Mais lorsque quelque chose est en pleine floraison, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour l'admirer. Comme ces érythrines qui sont là sous notre nez, avec ces fleurs oranges, qui sont appréciées des oiseaux. À Kirstenbosch, la végétation traduit la diversité botanique du royaume floral du Cap. Un royaume floral est défini par les espèces qui poussent uniquement sur un territoire délimité et nulle part ailleurs. Sur la planète, il en existe 6. Seul celui du Cap concentre sur quelques centaines de kilomètres carrés une des plus grandes densités de plantes indigènes. C'est aussi pour cela que cette région de l'Afrique du Sud attire les botanistes. Ce qui est merveilleux dans ce jardin, ce ne sont pas seulement les fleurs, ce ne sont pas seulement les plantes, mais quelque chose de très spécial, les oiseaux.
le chant des oiseaux. Brian Huntley a dirigé l'Institut botanique national sud-africain installé à Kirstenbosch. Aujourd'hui à la retraite, il aime retrouver ce lieu où il a longtemps travaillé et vécu. Sous l'impulsion d'hommes comme Brian, le jardin s'est développé au fil des années. Mais Harold Pearson, son premier directeur, est considéré comme le père de Kirstenbosch. Pearson était jeune lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud. Mais c'était un jeune avec d'excellents résultats en tant que scientifique et un homme très intelligent. Il est arrivé en 1903 et il s'est immédiatement fait remarquer dans les cercles scientifiques locaux comme un botaniste exceptionnel. Alors il aurait pu devenir un brillant botaniste en Grande-Bretagne. Il a d'ailleurs fait une partie de sa carrière à Kew, dans les jardins botaniques près de Londres. Pourquoi il a choisi de faire sa carrière plutôt en Afrique du Sud qu'en Grande-Bretagne? Il avait une passion particulière pour un groupe de plantes que l'on appelle les gymnospermes. Et ici, nous sommes au cœur de sa passion avec le jardin des cycas. Il est venu en Afrique du Sud étudier ces plantes remarquables, qui viennent directement de l'âge des dinosaures, de l'ère jurassique. C'était ça le paysage de Jurassic Park. Il est venu au départ pour ce seul motif: les étudier sur le terrain, pas dans un laboratoire, étudier les cycas sur le terrain. Brian, la plupart des jardins botaniques en Europe se créent plutôt au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Ici, ce jardin botanique se crée beaucoup plus tard, au XXe siècle. Partout, les empires français, allemands, anglais possédaient déjà leur jardin botanique. Mais ils étaient tous conçus de la même manière. Ils importaient des plantes venues du monde entier pour leur donner une importance économique. Mais Pearson voyait les choses différemment. Il a dit « Non, non, l'Afrique du Sud a cette flore unique. On doit faire un jardin sud-africain différent de tous les autres. » Ça, c'était unique. Il avait une vision particulière, complètement nouvelle. Créer un jardin sud-africain qui accueillerait uniquement des plantes sud-africaines. C'est ainsi que le concept de Kirstenbosch a vu le jour. Après avoir convaincu les notables de l'utilité du jardin, Pearson doit lui trouver un lieu. On lui propose une ancienne exploitation forestière, le long d'une avenue de Camphrier, qui servait de route vers la ville du Cap. C'est vraisemblablement par cette allée, à bord d'un chariot, que Pearson découvre en février 1911 le terrain disponible. Au détour d'un sentier, devant une végétation et une montagne spectaculaires, Pearson s'exclame « Voilà l'endroit idéal ». Le jardin est structuré par les vestiges de la haie de Van Riebeeck et une allée de camphriers majestueux menant vers la pépinière. La collection botanique du jardin se décline en vastes massifs et par thématiques, avec par exemple le parterre d'annuels et une zone dédiée à la flore locale, comme le jardin des éricas et celui des protéacées. Une passerelle domine la canopée d'un arboretum. Le vallon et sa source d'eau marquent la plus ancienne partie du jardin. Ils sont entourés d'un amphithéâtre de verdure planté d'une multitude de variétés de cycas.
Voici un endroit très spécial dans le jardin. C'est le cœur du jardin et c'est mon coin favori. L'eau est pure. Il faut que tu la goûtes. L'eau est délicieuse. C'est pas froid? Non, c'est pas froid, c'est seulement frais. Elle arrive toute pure de la montagne, directement des rochers. L'eau s'infiltre toute l'année. Elle sort en bouillonnant et passe ici, comme vous le voyez. Lorsque Pearson est arrivé, c'était couvert de ronces, de buissons, de fourrés. C'était la pagaille, une forêt. C'était une vraie jungle ici. Il a commencé à nettoyer et il a trouvé cette source naturelle. Et cette source, qui fournit l'eau du jardin, a servi de point de départ pour tout le jardin. Brian, c'est aussi une partie du jardin qui fait appel à tous les sens. On va avoir le bruit de l'eau, avec ce petit filet ici, la cascade, la fraîcheur et puis aussi cette odeur d'humus de sous-bois. C'est une forêt purement sud-africaine, au milieu de ce magnifique jardin. Pearson a développé son propre habitat de forêt, créant non seulement l'environnement, le microclimat nécessaire pour planter des fougères, des fleurs de lys, mais il a aussi fait venir les oiseaux, les insectes, les papillons et toute la vie qui va avec ce petit bout de forêt unique. Ce coin est l'âme du jardin. C'est ici que vous allez trouver l'esprit de Kirstenbosch, dans ce microcosme. Ce qui est remarquable, c'est qu'en seulement 3 années, Pearson va créer les éléments principaux qui structurent le jardin, ce qui est un travail colossal. Oui, Pearson était vraiment un homme extraordinaire. Il avait cette vision, cette compréhension du paysage et de la végétation. Il a donné une ossature au jardin. Alors même s'il est mort très jeune, seulement 3 ans après son arrivée à Kirstenbosch, il a réussi à fournir la charpente, le plan directeur du jardin, qui s'est ensuite développé lors du siècle suivant. En 1916, Pearson meurt brutalement, terrassé par une pneumonie. Il repose aujourd'hui sous un grand cèdre de l'Atlas, près de l'amphithéâtre des Cycas qu'il a planté de ses mains. Sur sa tombe, on peut lire « Vous qui cherchez son héritage, regardez tout autour de vous ». Les hauteurs du jardin sont dédiées à un milieu naturel sud-africain, le fynbos. Constitué d'une grande diversité d'espèces, il se développe à l'état sauvage uniquement dans la région du Cap. Cherise Villienne est horticultrice et spécialiste de la flore locale. Cherise, finalement, votre fynbos ici en Afrique du Sud correspond plus ou moins à notre maquis et à notre garrigue, même si ce n'est pas le même cortège botanique. En fait, ce sont des plantes qui supportent très bien les étés vigoureux. Ces étés secs influencent clairement notre fynbos. Et comme votre maquis, nous avons 4 groupes distincts. Quand nous voyons ces 4 familles de plantes, nous savons qu'on est au milieu du fynbos. L'un d'entre eux est l'erica, les autres sont les bulbes, les géophytes. Le suivant, c'est les restiaux, qui sont comme les herbes, mais qui n'en sont pas. Et le dernier groupe, le plus connu bien sûr, c'est celui des protéas. Ce restio sert pour couvrir les toits et pour tresser des paniers traditionnellement. On l'utilise depuis des centaines d'années. Et même si les restios sont un groupe iconique du fynbos, ce sont les ericas qui ont inspiré le nom à cause des fines feuilles bouclées. Fynbos, ça veut dire feuilles fines. Ouais, ça, ce sont des bruyères qui font 2 fois la taille de celles qu'on connaît en Europe. Et puis là, même chose, on dirait des joncs géants, quoi.
Et là, Jean-Philippe, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les protéacées. Je sais que celle-ci n'a pas l'air de protéacée, mais les protéas sont nommés d'après le dieu Proteus, parce que c'était le dieu de la métamorphose, qui pouvait changer de forme à volonté. C'est ce que l'on retrouve avec les protéas. Elles sont très différentes d'une espèce à l'autre. À l'état sauvage, ces leucadendrons argentés poussent aussi au-dessus du jardin sur les pentes de la montagne de la Table. Le jardin des protéacées et ses fleurs multicolores sont le passage obligé pour les visiteurs. Et lorsque les touristes quittent le jardin, c'est au tour des oiseaux de rendre visite aux stars du fynbos. De nombreuses protéacées en Afrique du Sud sont extrêmement rigides pour supporter le poids des oiseaux. Le pollen qui s'est déposé sur leurs plumes sera disséminé de fleur en fleur, assurant ainsi la pollinisation. Nomama May, horticultrice, œuvre également à la multiplication des plantes de Kirstenbosch. Voilà le roi de l'Afrique du Sud. C'est une fleur tellement merveilleuse. Une fleur endémique d'Afrique du Sud. C'est l'un de nos emblèmes sud-africains. C'est une protéa cynaroïde, une protéa royale. Je veux te montrer les organes qui servent à cette plante pour sa reproduction. Le pollen va être attrapé par les stigmates et il va être transporté de là-haut jusqu'à l'ovaire, où la fertilisation va se produire et où les graines vont se former. Quand on voit la taille de la plante, on peut même imaginer qu'une poule vienne la polliniser. Elle est tellement immense, tellement forte. Bien sûr, elle est énorme cette fleur. Un oiseau pourra s'y poser sans difficulté. C'est très résistant. Outre la fertilisation naturelle, les plantes peuvent également être multipliées grâce au bouturage. Nos mamas s'y emploient sur des leucospermums, appelés familièrement pelotes d'épingle. Je vais enlever les parties fraîches qui ne pourront pas me donner de racines. Je vais prendre les parties semi-rigides. C'est une mission très importante en fait que tu es en train de faire ici, celle de propager, de disséminer toutes ces plantes dans le jardin botanique. Pour moi, un jardin botanique, c'est un musée de collection de plantes vivantes. Le but est d'exposer les plantes, de les conserver, de les protéger. Certaines de ces plantes sont très menacées et on les garde ici pour pouvoir les réintroduire dans la nature. C'est pour cela qu'il est très important, lorsque je propage ce leucospermum, que je m'assure qu'il y ait bien une référence qui va nous dire quand cette plante a été propagée, par qui et quel est le nom de l'espèce.
Dans la pépinière, nos mamas utilisent une technique de germination dédiée uniquement aux espèces de fynbos. Dans ces bacs, on sème des graines de Protea amplaxicolis, une autre protéacée. Vous n'utilisez que les plantes du fynbos pour pouvoir faire vos feux? Oui, parce que les chercheurs ont toujours utilisé ces espèces-là pour produire la fumée. Je vais mettre la tente maintenant. Elle permet d'emprisonner la fumée. On va couvrir la tente avec cette bâche. Tire un peu de ton côté. Un peu plus? Voilà, c'est bien comme ça. Nous utilisons l'enfumage à petite échelle dans la pépinière pour essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature. Le fynbos subit de nombreux incendies périodiques. Cela n'est pas préjudiciable aux plantes du fynbos. En fait, elles adorent le feu, parce que les cendres sont riches en calcium. Donc ça, plus le soleil auquel elles sont maintenant exposées, cela fait germer la plante. Ces plantes, appelées enfants du feu, se sont adaptées aux incendies saisonniers. La fumée stimule la germination des graines. C'est le moyen le plus efficace pour procéder au semis et multiplier les essences de la collection botanique de Kirsten Bosch. Une autre protéacée géante pousse à Kirsten Bosch, l'amandier sauvage. Cet arbre symbolise une part sombre de l'histoire d'Afrique du Sud, la séparation entre blanc et noir. Cette ségrégation a connu son paroxysme dans les années 1950 avec l'apartheid. Mais le germe avait été planté bien avant. En 1652, les Hollandais établissent leur première colonie au Cap, port de ravitaillement pour les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Des conflits ne tardent pas à éclater avec les peuples natifs. Jan van Riebeeck, le gouverneur de la colonie, a décidé de bâtir un mur, une barrière, une grande muraille. Et qu'a-t-il utilisé pour cela ? Cet arbre incroyable, l'amandier sauvage. Il a planté ces arbres tout le long de la montagne, depuis les pentes les plus hautes jusqu'en bas, pour former une barrière. Très dense. Oui, très dense et impénétrable lorsque les arbres ont grandi. La symbolique de tout ceci, c'est que cela a constitué la première séparation entre les communautés, les blancs et les noirs. Ceux qui se sont appropriés et ceux qui ont été dépossédés. Donc, cette haie, connue comme la haie de Van Riebeeck, a une grande importance politique et historique. Mais depuis l'avènement d'une démocratie en Afrique du Sud en 1994, cette haie est aussi devenue un endroit où les gens peuvent se réunir, où les gens peuvent jouer, grimper dans les arbres et profiter de l'Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un symbole d'espoir, pas seulement de tristesse. Brian, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu retournes à Kirsten Bosch ? C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Kirsten Bosch. J'espère que cela restera un bonheur pour tous les Sud-Africains. Mais pour moi, c'est un bonheur spécial de voir que c'est devenu un endroit pour tout le monde. On vient ici partager la beauté et l'esprit très particulier de Kirsten Bosch, quelles que soient nos origines, notre culture.